Journal. Pourra-t-on un jour tirer un bilan éclairé de la pandémie de Covid-19 sur notre santé? Il y a eu la sédentarité, la santé mentale qui s'effondre et puis la santé tout court et pas seulement à cause du Covid. Des milliers de patients qui depuis 2 ans ont dû reporter des opérations qui pouvaient soit leur sauver la vie, soit leur permettre de vivre tout simplement sans souffrance. Déprogrammation, perte de chance, quel état des lieux? Pour en parler, j'accueille dans le 18-20 par Skype d'abord Nathalie Robert, vous êtes directrice générale de Spondyo Action. On va expliquer ce que c'est. C'est une association de défense de malades. Bonsoir, vous êtes vous-même atteinte de spondylarthrite ankylosante et vous allez bien sûr nous expliquer ce que c'est. Et bonsoir Arnaud Chiche, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais et fondateur du collectif Santé en danger. Vous allez nous éclairer sur ce sujet, mais d'abord, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque les pertes de chance suite à des déprogrammations? Eh bien, c'est Natalia Audicharia qui va nous expliquer tout ça au cœur de la rédaction de France Info. Alors, pour que vous compreniez, on va prendre un exemple concret qui m'a été expliqué par un chirurgien tout à l'heure et qui est arrivé récemment à l'un de ses patients atteint d'un cancer des poumons. Lors de sa première visite, vous voyez, ce patient ne présentait pas de métastases cancéreuses, donc des cellules cancéreuses. À force de repousser l'opération le jour J, plusieurs mois après, il était métastasé. Donc forcément, ses chances de guérison ont remarquablement faibli. Et bien ça, justement, c'est ce qu'on appelle une perte de chance, car si le patient avait été opéré plus tôt, il aurait eu plus de chances de guérison. C'est la même chose si vous vous cassez une jambe, votre rééducation risque d'être plus compliquée. Voilà pourquoi on parle de perte de chance. Et est-ce que, Natalia, on a une idée de l'ampleur de ces déprogrammations depuis 2 ans ou récemment en France ? Alors oui, depuis 2 ans, la situation n'est pas facile, comme vous le savez, pour les hôpitaux ni pour les patients. Pour tenir face à l'afflux des malades atteints du Covid, de nombreux établissements ont dû mettre un coup d'arrêt à une partie de leur activité habituelle. En décembre dernier, pour faire face à la 5e vague du Covid, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé de reporter un maximum d'opérations quand c'est possible. Et vous le voyez, hop, vous avez les chiffres ici. Par exemple, à l'hôpital Necker, où l'on soigne des enfants à Paris, 60% des opérations ont été déprogrammées depuis début janvier. En France, 2 régions sont principalement touchées par la déprogrammation de l'activité chirurgicale. Tout d'abord France-Alpes-Côte d'Azur et ensuite Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un grand hôpital comme Timone, à Marseille, 70% carrément des opérations ont été déprogrammées. Et en région lyonnaise, les blocs opératoires, eux, se retrouvent à 50% de leur capacité habituelle pendant les congés. Ils ont un petit peu remonté la pente en début d'année, en janvier, mais ils sont tout de même à 50% d'activité chirurgicale. Ensuite, dans l'ensemble de la France, on parle d'une déprogrammation entre 20 et 30%, mais les chirurgiens avec lesquels nous avons discuté nous ont bien expliqué que ces déprogrammations ne sont pas uniquement dues au Covid. Avant la pandémie, l'hôpital n'avait déjà pas les moyens d'assurer ses missions, toutes ses missions en tout cas, et il y avait déjà des déprogrammations. Merci beaucoup Natalia Audicharia pour cet état des lieux. Nathalie Robert, vous êtes donc, je le disais, atteinte d'une spondylarthrite ankylosante et vous avez été concernée directement par ces déprogrammations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maladie et nous raconter votre parcours au cours de la pandémie ? Donc, je suis atteinte en effet d'une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie auto-immune qui soude les articulations entre elles. Et le 14 novembre, j'ai fait une chute. Je suis tombée sur le dos et j'ai eu une fracture vertébrale. Donc au départ, on m'a fait porter un corset et on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'opérer pendant cette période. Là, j'ai revu le spécialiste la semaine dernière, c'est pareil. Vu l'état saturé, enfin la saturation qu'il y a dans les services de réanimation, je ne peux pas avoir cette intervention parce que c'est une opération qui se fait en ambulatoire, mais sous anesthésie générale. Donc, ce qui veut dire que j'ai besoin d'un médecin réanimateur à mon chevet pour m'endormir et pour le réveil. Pardon, vous êtes dans quelle région, Nathalie ? Vous êtes dans quelle région, si je peux me permettre ? Île-de-France. Je suis en Île-de-France. Et Donc, quelles sont les raisons qu'on vous avance pour vous dire, madame, on doit vous déprogrammer, vous, en fait ? Comment ces informations vous sont données ?
On me dit qu'en ce moment, on peut pas, tout simplement. Qu'il y a le Covid et que les services sont saturés. D'accord. Donc là, Voilà vous n'avez même pas de l'argumentation. date d'opération pour votre Non, vertèbre. non, non. Donc, ce qui veut dire qu'on me fait enlever mon corset et je ressouffre énormément. Parce que le problème, c'est que la vertèbre ne veut pas se consolider parce que j'ai une autre pathologie sous-jacente. Et donc, la vertèbre, elle est comme il y a 2 mois. Elle est pas du tout consolidée, donc c'est très douloureux. Et Arnaud Chiche, je me tourne vers vous. Il y a le cas de Nathalie, hein, évidemment, mais il y en a plein d'autres. On a pensé au début aux déprogrammations, évidemment, pour des interventions graves, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de patients qui sont concernés ou des établissements où l'activité n'a pas du tout repris comme avant la pandémie? Alors, d'abord, je vous félicite pour votre reportage. C'est très très bien ce que vous faites. Voilà, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi bien fait. Merci France Info de vous intéresser à cela. Je suis très sincère et merci pour vos chiffres. J'ai les mêmes chiffres que vous et je salue Madame Robert et Madame Robert. Il faut qu'on soit absolument en contact l'un avec l'autre. Une fois que j'ai dit ça, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, non, je n'ai pas de chiffres autres que les mêmes que vous, qui sont en fait un recensement un peu grossier de l'activité, parce qu'en fait, justement, le ministère de la Santé se garde bien de faire un recensement des déprogrammations et ils ne veulent pas trop communiquer de chiffres, puisque ce sujet-là est extrêmement grave, vous l'aurez compris. C'est d'une gravité extrême, parce que évidemment qu'on doit soigner les patients du Covid, évidemment on est tous d'accord, mais en fait on doit soigner tous les malades. Et ce que vous êtes en train d'expliquer là, vous démontrez par A plus B à tous les Français qu'aujourd'hui, leur santé n'est plus garantie. Aujourd'hui, là, on ne peut pas opérer tout le monde. Et alors au début, il faut bien comprendre que quand on commence à déprogrammer, on essaye de déprogrammer les interventions, on va dire, les moins urgentes. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie fonctionnelle, des prothèses, des choses comme ça. Mais en fait, quand on creuse un petit peu et qu'on écoute le cas de Nathalie et qu'on regarde les chiffres terribles de Necker et de la Timone, c'est juste effrayant. On se rend bien compte qu'en fait, on déprogramme des interventions importantes, lourdes, qui en fait diminuent les chances des gens et qui altèrent la vie des gens et qui ont un vrai impact sur leur pronostic de vie. Je vous coupe, Et donc, Arnaud en fait, Chiche, sur ce sujet-là précisément. Comment sont Oui. définis, vous me dites, on déprogramme d'abord, enfin, quels sont les critères? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un comité d'établissement, on dit, lui, c'est hyper urgent. Comment ça se passe, l'évaluation de Oui, qui c'est on ça. déprogramme? Oui, c'est ça, c'est exactement comme vous venez de le dire. En fait, on fait des comités entre nous, entre médecins, entre chirurgiens, entre anesthésistes, et puis en fait, on regarde le niveau d'urgence et de gravité. Vous imaginez bien qu'on essaye de ne pas, par exemple, décaler. Hop là. On essaye de ne pas décaler des interventions pour le cancer, par exemple. Mais pourtant, on le fait également en ce moment. On ne peut pas non plus décaler des interventions urgentes. On fait les urgences, ce qu'on appelle les urgences vitales, ou en tout cas les chirurgies en urgence. Une péritonite, par exemple, on ne peut pas la décaler de 15 jours, sinon le patient va mourir. Et donc, on essaye de déprogrammer d'abord ce qu'on appelle la chirurgie fonctionnelle. Je vais vous donner 2 exemples. Ça peut être une prothèse de genou, ou une prothèse de hanche, ou une intervention du rachis, admettons. Encore que le rachis, compte tenu de la gêne que Madame Robert, elle explique, à mon avis, on est un peu limite, enfin, c'est compliqué de repousser ces interventions-là. Et puis, et puis un autre genre d'exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité. C'est-à-dire que vous savez, les interventions qu'on fait au niveau de l'estomac pour aider les gens à maigrir. On peut considérer qu'on peut éventuellement décaler ces interventions-là de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Mais en tout état de cause, madame, le message à retenir, c'est que là, vous faites la démonstration absolue que notre système de santé, il est défaillant, il est dégradé, parce que comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, grâce au chirurgien qui a été interviewé, il ne faudrait pas penser que tout ça est à cause du Covid. Le Covid est un révélateur du niveau de nos hôpitaux, mais s'il n'y avait pas le Covid, on serait quasiment dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'il manque du personnel à l'hôpital, il manque d'infirmières, il manque de médecins. Pourquoi il manque d'infirmières et de médecins? Parce que les conditions d'exercice ne sont plus compatibles avec la volonté des gens, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des métiers qu'on doit
repensés dans leur organisation. C'est des métiers qu'on doit revaloriser. Il faut créer de l'attractivité à l'hôpital pour susciter des vocations. Et aujourd'hui, et le gouvernement actuel ne le fait pas, les gouvernements précédents ne l'ont pas fait. C'est pour ça que le collectif Santé en danger milite Je voudrais qu'on activement. entende, Arnaud, je suis obligée de vous couper, Arnaud Chiche, parce que je voudrais qu'on entende Nathalie Robert, qui est quand même... on a très bien entendu votre discours et je vous remercie. Mais Nathalie, effectivement, représente des patients. Est-ce que vous, Nathalie, vous avez ressenti un sentiment d'abandon? Et est-ce que les autres patients de votre association, que vous disent-ils de cette situation? Est-ce que également, on leur dit que c'est déprogrammé à cause du Covid ou on leur donne pas de raison, en fait? Oui, on se sent abandonné totalement. Parce que je vais mettre en avant, je vous disais tout à l'heure que la spondylarthrite était une maladie auto-immune. Donc, on est dans la panel des personnes immunodéprimées. Donc, on est les personnes fragiles, immunodéprimées, qu'on entend parler tout le temps à la télé. Donc, les gens, si vous voulez, ils nous mettent une étiquette. Donc, ils nous disent, vous êtes immunodéprimé, donc il faut qu'on fasse plus attention à vous. Donc, comme en ce moment, il y a le Covid, vous ne pouvez pas trop venir à l'hôpital parce que, justement, vous risquez d'attraper le Covid en ce moment. Donc, moi, par rapport à mon association, là, je prends je prends une autre casquette, celui de directrice générale de ma propre association Spondyloaction. Les gens que j'ai au téléphone se sentent abandonnés complètement par le système de santé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, étant donné qu'il n'y a pas, effectivement, comme le disait Arnaud Chiche, il n'y a probablement pas de levier immédiat et qu'effectivement, attraper le Covid est un risque de santé pour eux, grave. Il faudrait que quand il y ait des décisions prises, il y ait des malades dans leur fameuse commission. Il n'y a jamais de malades dans les commissions. Donc, nous, on le sait après coup. On n'arrête pas de dire les personnes immunodéprimées, fragiles, il faut faire attention à eux. Actuellement, vous voulez faire une prise de sang, vous ne pouvez pas. Le laboratoire ne répond pas. Donc, vous avez un mois de retard dans vos bilans sanguins. Alors, on va vous dire, mais pourquoi vous n'allez pas sur place? Non, vous ne pouvez pas faire la queue parce que devant vous, il n'y a que des personnes qui viennent se faire tester pour le Covid. Pareil en pharmacie, vous allez faire un renouvellement de médicaments, vous faites la queue. Non, on ne fait pas la queue parce que les gens qui sont devant vous viennent à la pharmacie pour se faire tester. Donc, on veut protéger les personnes immunodéprimées fragiles, mais on ne fait rien pour eux. Donc, il faudrait créer, en fin de compte, une commission de personnes malades, fragiles, qui assistent aux fameuses commissions où M. Chiche parlait tout à l'heure pour justement faire la part des choses. Parce qu'eux sont médecins, mais nous, on est patients. Donc, on sait de quoi on parle. Moi, ma douleur vertébrale, je l'ai depuis 2 mois. 2 mois, le 14 novembre, 14 janvier, 2 mois, donc ça va faire plus de 2 mois. Et je souffre énormément parce que il y a plein de positions, plein de mouvements, j'ai plus d'amplitude, je n'ai plus rien. Et le risque que j'ai, c'est que mes vertèbres se soudent entre elles par rapport à ma spondylarthrite. Et là, on pourra dire que j'ai une perte de chance parce que dans 3-4 ans, j'aurai des douleurs aiguës que on m'aurait fait cette intervention actuellement, et je n'aurais pas eu ces douleurs dans 3-4 ans. Je voudrais, Arnaud Chiche, je voudrais rebondir sur ce que disait Nathalie à propos de quelque chose. Est-ce qu'on peut aussi, parce que là on parle des déprogrammations, mais en fait elle l'a évoqué, l'accès au laboratoire. Je pense à l'accès à l'imagerie, par exemple. Est-ce que qui est compliqué aussi, faire un scanner, etc. Est-ce que vous pensez qu'on prend aussi du retard sur des diagnostics en ce moment? Oui, c'est absolument certain. C'est absolument certain. Je serais malhonnête de vous dire le contraire. Je déteste inquiéter les Français, mais il faut leur dire la vérité aux Français, parce que si les Français ne prennent pas conscience de cela, rien ne changera. Écoutez, j'ai quelques solutions à vous proposer, moi. Hein. Vous savez, il faut faire un plan santé en urgence. Et les candidats à la présidentielle, ils ne devraient parler quasiment que de cela. Le pouvoir d'achat est important, mais un plan santé pour réformer le système de santé, pour que tout cela n'arrive plus jamais, c'est impératif. Et le président Macron, qui est encore en poste, il devrait en parler. Deuxième chose, pourquoi, pendant ces contextes-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois aux ARS, il aurait fallu sanctuariser des patients Covid fléchés dans une direction et des patients non Covid
à opérer, par exemple, comme Nathalie, dans des hôpitaux ou des cliniques dont on sait qu'il n'y a pas de Covid. Et on aurait dû aborder les crises sanitaires. Et vous vous rendez compte, c'est la 5e vague. On aurait dû quand même tirer les enseignements de ce qui s'était passé avant, de changer les organisations pour dire, pendant cette 5e vague, zéro déprogrammation. Zéro. Et au lieu de zéro, on n'a rien fait. Il y a du Covid partout. Nathalie, elle vous l'a bien expliqué. Elle ne peut même pas aller faire un test parce qu'en fait, il y a du Covid partout. Il aurait fallu faire en sorte qu'il y ait des endroits sans Covid qui permettent aux gens, particulièrement. Nathalie, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que je n'avais pas conscience de ces difficultés-là pour vous. Bien évidemment, quand on vous entend, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, il faut des laboratoires fléchés non Covid, il faut des laboratoires fléchés Covid, il faut des blocs opératoires dans des cliniques et des hôpitaux fléchés non Covid. Alors, il y a des gens qui disent que ça, ce n'était pas faisable aujourd'hui, au début, mais maintenant, avec la généralisation des tests et l'accès plus facile aux tests, c'est tout à fait envisageable et il y aura des ratés. C'est-à-dire que de temps en temps, on trouvera un patient Covid dans un établissement non Covid, mais au moins, on donnerait une chance aux patients non Covid d'être soignés et de ne pas subir ce que subit cette dame, qui est pour moi le symbole de l'échec total d'une politique sanitaire digne de ce nom, ou en tout cas digne d'un pays moderne. C'est quand même un scandale incroyable. Et alors, je vous redis quand même que le Covid n'est pas la seule raison à cela. La raison, c'est le manque de ressources paramédicales à l'hôpital. Et alors, de toute façon, le plan blanc, ce qu'on appelle les plans blancs dans les hôpitaux, c'est ces moments de grande tension où on commence à déprogrammer, c'est devenu normal. On s'est habitué à ça. Eh bien, moi, je prétends que les Français ne doivent pas être habitués au plan blanc et aux déprogrammations et que ça doit rester quelque chose d'exceptionnel et que la passivité vraiment incroyable des politiques sur ces sujets-là est inacceptable et que les candidats à la présidentielle devraient surtout s'engager à dire en France plus jamais de déprogrammation. Voilà. Merci Arnaud Chiche. Le mot de la fin pour vous, Nathalie Robert. Est-ce que vous entrevoyez d'abord une lueur d'espoir pour votre cas personnel et ou une rencontre peut-être, alors effectivement Arnaud Chiche veut vous rencontrer, mais il n'y a pas que ça, une fédération de patients, ça pourrait être une solution pour se faire entendre? Oui, je pense que c'est ce qu'il faudrait créer maintenant. Avec ce qui vient de se passer, il faudrait créer une fédération de patients, enfin de malades chroniques, parce qu'il ne faut plus jamais que ça recommence. On souffre énormément, on nous met des étiquettes, mais en fin de compte, les étiquettes, elles servent à rien parce qu'en fin de compte, on est fragile, mais il faut quand même aller faire la queue. Là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu encore le cas. Je dois faire un test pour savoir où en est ma sérologie Covid pour pouvoir faire ma 4e dose. Parce que, étant immunodéprimée, vous le savez, le vaccin ne fonctionne pas, l'immunité reste pas longtemps. J'ai appris cette semaine que c'était plus remboursé par la sécurité sociale. Donc toutes ces choses-là, on les apprend au jour le jour et c'est pas normal. Donc moi, je sais que je laisserai pas ça là. Je ferai des choses. Je suis directrice générale donc de Spondyloaction. Je suis représentante des usagers. Moi, je veux que le patient ait la parole maintenant. Arnaud Chiche, vous vouliez réagir? Vous vouliez réagir? Nathalie, j'ai juste une information importante à vous donner. C'est que dans le collectif Santé en danger dont je m'occupe, il y a évidemment des usagers qui ont pleine parole et tous les droits. Et notre collectif, il a été organisé pour cela aussi. Donc, ça peut être aussi un moyen pour vous, pour peut-être gagner du temps, parce qu'on a une association, on est organisé. Vous pouvez tout à fait, au sein du collectif Santé en danger, organiser la défense des patients qui, comme vous, sont déprogrammés. Et parce que dans le collectif Santé en danger, les usagers ont toute leur place. Voilà, vous allez échanger vos numéros de téléphone. Merci infiniment pour cet échange riche et pour ces informations. Merci à vous, Arnaud Chiche. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste et fondateur donc, du collectif, on l'a bien compris, Santé en danger. Et Nathalie Robert, directrice générale de cette association Spondyloaction. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.